La Chine abrite certains des méga-projets les plus impressionnants au monde. Elle a construit le plus grand barrage de la planète, certains des plus hauts gratte-ciel et même des ponts suspendus dans le ciel. Mais malgré toutes ces prouesses d'ingénierie, la Chine compte aussi de nombreux méga-projets qui n'ont jamais tenu leurs promesses, engloutissant des centaines de milliards de dollars. Parmi eux, des parcs à thème destinés à rivaliser avec Disneyland, des îles artificielles inspirées de Dubaï et même des mégapoles imitant l'Occident. Restez avec nous pour découvrir ce qui a mal tourné avec les plus grands méga-projets abandonnés de Chine. En 2020, le Guangzhou Evergrande Football Club dévoile les plans de ce qui devait devenir le plus grand stade de football au monde. Un colosse de 100 000 places conçu pour ressembler à une fleur de lotus en pleine éclosion vue du ciel. Les rendus montraient une structure spectaculaire avec une façade métallique dorée, des courbes imposantes et un toit semblant flotter au-dessus des tribunes. Il devait surpasser tous les autres stades de football, plus grand que le Camp Nou de Barcelone, plus imposant que le Santiago Bernabéu du Real Madrid et plus coûteux que presque tout autre stade comparable. Tout commence avec l'essor de la Chinese Super League et la domination d'un club appartenant à Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers chinois. Le club remporte 8 championnats de Chine en 9 ans, recrute des joueurs étrangers coûteux et engage des entraîneurs de renommée mondiale. Son président, Xu Jiayin, veut alors un stade à la hauteur de cette réussite, avec des installations capables de faire paraître ordinaires les plus grands stades européens. Le site choisi se trouve dans le district de Panyu à Guangzhou, à environ 20 km au sud du centre-ville, sur d'anciennes terres agricoles appartenant à Evergrande. Le stade devait faire partie d'un vaste complexe comprenant commerce, logement et espaces de divertissement. Le budget annoncé atteint 1,7 milliard de dollars. Une somme énorme mais cohérente avec l'ambition du projet. Les travaux commencent en avril 2020, avec une ouverture prévue fin 2022. Au départ, la construction avance rapidement. En quelques mois, les immenses fondations sont achevées et la structure métallique commence à s'élever. Le design en pétales de lotus nécessite des éléments d'acier incurvés extrêmement complexes, fabriqués avec précision, puis installés à l'aide de gigantesques grues. Des milliers d'ouvriers travaillent sur le chantier, coulant le béton, soudant l'acier et assemblant la structure destinée à supporter la spectaculaire façade dorée. À la mi-2021, l'ossature métallique est largement terminée et la forme du stade est clairement visible. Les pétales de lotus sont reconnaissables même sans leur revêtement final. Mais pendant ce temps, le groupe Evergrande s'effondre. L'entreprise avait emprunté des sommes colossales pour financer son expansion. Son passif total dépassait 300 milliards de dollars, comprenant des dettes envers les banques, les fournisseurs et les acheteurs d'appartements encore inachevés. En 2020, les autorités chinoises avaient imposé de nouvelles restrictions sur l'endettement des promoteurs immobiliers afin de calmer un marché en surchauffe. Evergrande n'était alors plus capable de refinancer ses dettes. Fin 2021, le groupe faisait défaut sur plusieurs paiements obligataires et tentait désespérément d'éviter la faillite. La construction du stade ralentit à mesure qu'Evergrande manque de liquidités. Les ouvriers ne sont plus payés et les fournisseurs cessent de livrer les matériaux. La façade dorée qui devait recouvrir la structure métallique n'arrive jamais. L'installation des sièges, des loges VIP, des systèmes mécaniques et de tous les aménagements intérieurs s'arrête. Début 2022, le chantier est pratiquement abandonné. Le squelette du stade reste inachevé pendant qu'Evergrande lutte pour sa survie devant les tribunaux chinois. Le stade inachevé devient alors le symbole de la démesure d'Evergrande et de l'effondrement du secteur immobilier chinois. Une telle situation semblait autrefois impensable pour un géant aussi étroitement lié à l'économie nationale et aux gouvernements locaux. Dépendaient fortement du développement immobilier pour leurs revenus. Pourtant, Evergrande s'est bel et bien effondré, et des projets comme ce stade en ont payé le prix. En 2025, le stade Guangzhou Evergrande est toujours inachevé. La structure métallique est en grande partie terminée, mais reste exposée aux intempéries sans son revêtement protecteur. De la rouille apparaît sur certains éléments. Le chantier est clôturé et déserté, tandis que des équipements et matériaux se détériorent sur place. Les mauvaises herbes poussent à travers certaines zones et les routes d'accès partiellement construites ne mènent nulle part. De loin, la forme du lotus reste reconnaissable. De près, il s'agit clairement d'un gigantesque chantier figé dans le temps. Le stade devait ouvrir fin 2022 pour accueillir la Coupe d'Asie organisée en Chine.
Mais l'effondrement d'Evergrande rend cette échéance impossible et le tournoi est finalement déplacé au Qatar. Guangzhou perd ainsi l'occasion de présenter un stade de classe mondiale, tandis que l'équipe nationale perd un potentiel stade emblématique. Cette structure inachevée devient le symbole des ambitions démesurées du club et des rêves contrariés du football chinois. Le Guangzhou Evergrande Football Club connaît lui aussi de graves difficultés après l'effondrement de sa maison mère. Les salaires des joueurs ne sont plus payés, les stars quittent l'équipe et le club chute après des années passées au sommet du football chinois. L'équipe censée remplir un stade de 100 000 places n'est même plus capable de retrouver son ancienne domination. Les années de gloire semblent définitivement terminées. Plusieurs annonces ont évoqué une éventuelle reprise des travaux, mais rien de concret ne se matérialise. Les autorités locales de Guangzhou parlent de trouver de nouveaux investisseurs ou de reprendre le projet. Mais un stade à moitié construit, nécessitant encore des centaines de millions de dollars, n'attire pas facilement les investisseurs. Et même s'il était achevé, une autre question resterait entière. Comment remplir 100 000 sièges alors que l'engouement pour le football chinois s'est considérablement affaibli ? Le stade en forme de lotus est même devenu une attraction involontaire, certains habitants venant photographier cette immense structure abandonnée. Ce qui devait être l'un des plus grands temples du football mondial n'est aujourd'hui qu'un gigantesque squelette d'acier qui se détériore lentement en attendant un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Mais avant même le boom des infrastructures liées au football, la Chine s'intéressait déjà aux parcs à thème de style occidental. Conçus pour rivaliser avec Disney par leur taille, plusieurs de ces méga-projets n'ont jamais tenu leurs promesses, comme le prochain projet de notre liste. En 1998, des promoteurs lancent la construction de ce qui devait devenir le plus grand parc d'attractions d'Asie, un Disneyland chinois destiné à surpasser tous les parcs à thème de la région et à faire de la Chine une destination majeure du divertissement familial. Wonderland devait s'étendre sur 120 acres aux portes de Pékin, avec des châteaux plus grands que ceux de Disney, des montagnes russes plus extrêmes que celles des parcs occidentaux et plusieurs zones inspirées de différents univers de contes de fées. Les rendus montraient d'immenses tours, des attractions spectaculaires et des foules de visiteurs profitant d'un parc à thème de classe mondiale en Chine. Le conglomérat immobilier thaïlandais Renwood Group finançait le projet, dont le coût était estimé à plus d'1 milliard de dollars. Une somme considérable pour la Chine des années 1990. Le groupe avait acquis des terres agricoles dans le village de Chenzhuang, à environ 45 km du centre de Pékin, en pariant sur le fait que la classe moyenne chinoise, en pleine expansion, affluerait vers cet immense parc une fois ouvert. L'emplacement semblait idéal, suffisamment proche de Pékin pour une excursion à la journée, mais assez éloigné pour disposer de vastes terrains à bas prix. La construction démarre à un rythme impressionnant. Les ouvriers commencent par l'élément central du parc, un immense château destiné à devenir l'icône de Wonderland, visible à plusieurs 6 km à travers les terres agricoles. Ces fondations sont gigantesques, conçues pour supporter une structure de plus de 30 mètres de haut, avec plusieurs tours et de nombreux détails architecturaux. Autour du château, les équipes creusent les fondations des principales attractions et commencent à installer les infrastructures, conduites d'eau, réseaux électriques et routes reliant les différentes zones du parc. En 1999, la structure principale du château commence à prendre forme. Les murs en béton s'élèvent, tandis que des armatures métalliques dessinent les futures tours. L'échelle du projet est réellement impressionnante. Il ne s'agit pas d'un simple parc régional, mais d'une véritable tentative de rivaliser avec les plus grands parcs internationaux. Des milliers de tonnes de béton sont coulées et des structures métalliques apparaissent sur l'ensemble du site. Mais alors que le projet prend forme, tout s'arrête. Renwood Group entre en conflit avec les autorités locales au sujet des paiements fonciers et des droits de développement. Chaque camp accuse l'autre de l'échec des négociations. Résultat, les travaux s'interrompent brutalement, quelques mois seulement après leur lancement. Les ouvriers quittent le chantier, les équipements restent inutilisés et les structures inachevées commencent à se détériorer. Le timing est particulièrement mauvais, car la crise financière asiatique de 1997 avait durement frappé les marchés immobiliers de la région. Des entreprises thaïlandaises comme Renwood rencontrent alors des problèmes de liquidité et peinent à obtenir les capitaux nécessaires pour financer des projets aussi coûteux. Wonderland nécessitait encore des centaines de millions de dollars pour être achevé, mais cet argent n'était plus disponible. Pendant plus d'une décennie, le parc abandonné reste figé dans cet état. Le château demeure la structure la plus visible, avec ses murs en béton et ses armatures métalliques exposées aux intempéries, ses fenêtres jamais installées et ses tours inachevées. Autour, les fondations des autres attractions se remplissent progressivement d'eau et de débris.
La végétation reprend possession des lieux, les mauvaises herbes poussent à travers les fissures et les plantes grimpantes envahissent les murs du château. Les agriculteurs locaux retournent même cultiver certaines parties du terrain, plantant du maïs entre les structures abandonnées. Les images surréalistes de champs agricoles entourant un château fantastique en ruine deviennent célèbres dans le monde entier. Des photographes viennent immortaliser ce rêve abandonné, tandis que les murs du château servent parfois d'abri au matériel agricole et que les canaux d'irrigation passent à côté de fondations qui devaient autrefois accueillir des montagnes russes. Au lieu de devenir une destination familiale, le site se transforme en attraction insolite pour les explorateurs urbains et les photographes fascinés par les lieux abandonnés. Des visiteurs viennent de Pékin pour photographier les ruines, explorer le château et observer la nature reprendre progressivement ses droits. Les images circulent largement sur Internet, faisant de Wonderland l'un des parcs d'attractions abandonnés les plus célèbres au monde, alors qu'il n'a jamais accueilli un seul visiteur officiel. En 2008, des annonces évoquent une possible relance du projet. De nouveaux investisseurs seraient prêts à terminer Wonderland et à ouvrir enfin le parc avec 10 ans de retard. Quelques travaux mineurs reprennent, mais rien de concret ne suit. Les investisseurs comprennent rapidement qu'il faudrait pratiquement reconstruire l'ensemble du complexe. Les années d'abandon ont causé trop de dégâts, les normes de construction ont évolué et les structures existantes ne peuvent plus simplement être achevées. Il faudrait en démolir une grande partie et repartir de zéro. En 2013, les autorités locales décident finalement d'en finir. La démolition des structures abandonnées commence afin de récupérer les terrains. Le château, resté inachevé pendant environ 15 ans, est détruit avec les autres attractions partiellement construites. Pendant des mois, les équipes de démolition brisent le béton, retirent l'acier et nettoient le site. Ce qui avait nécessité des mois de construction dans les années 1990 demande presque autant de temps pour disparaître. Aujourd'hui, le site de Wonderland est redevenu essentiellement agricole. Du maïs et d'autres cultures poussent là où se dressait autrefois le château. Il ne reste pratiquement aucune trace du parc, à l'exception de quelques anciennes fondations enfouies sous le sol et de faibles traces des anciennes routes encore visibles sur certaines images satellites. Plus d'1 milliard de dollars auraient été engagés dans un projet qui n'a jamais généré le moindre yuan de recettes. Même après sa démolition, Wonderland reste un symbole marquant d'une ambition spectaculaire rattrapée par la réalité. Alors que Wonderland a finalement été démoli, un autre parc à thème d'une valeur colossale existe toujours, rappelant encore aujourd'hui les conséquences d'un chantier abandonné. La province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, est depuis longtemps l'une des régions les plus prospères du pays. Elle abrite une industrie manufacturière florissante, de nombreuses entreprises privées et une population disposant d'un pouvoir d'achat important. Au milieu des années 2000, un promoteur décide de profiter de cette prospérité pour construire un parc à thème capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Nine Rivers Great World est annoncé vers 2006 comme un immense complexe de loisirs couvrant plus de 1000 acres près de Hangzhou. Son nom fait référence aux 9 cours d'eau qui traverseraient la région. Les plans prévoient plusieurs zones thématiques. Un parc aquatique avec d'immenses toboggans et piscines, des espaces d'aventure avec manèges et attractions, des zones culturelles consacrées à l'histoire et à la mythologie chinoise, ainsi que des hôtels, restaurants et centres commerciaux. Les promoteurs imaginent l'un des principaux pôles touristiques de Chine, capable d'attirer chaque année des millions de visiteurs du Zhejiang et des provinces voisines. Les estimations évoquent un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars, voire plus d'1 milliard si l'ensemble des composantes est pris en compte. L'ampleur du projet justifie de telles sommes. Il ne s'agit pas simplement d'un parc d'attractions, mais d'un véritable quartier de loisirs construit entièrement à partir de zéro. La construction débute à la fin des années 2000 à un rythme caractéristique des grands projets chinois de l'époque. Des engins de terrassement transforment le paysage, créent des collines artificielles et creusent des lacs. Les ouvriers coulent les fondations des principales structures et commencent à construire les éléments les plus distinctifs du parc. La partie aquatique est celle qui avance le plus, avec d'immenses structures en béton destinées à accueillir des toboggans, des piscines à vagues et diverses attractions aquatiques. Les constructions les plus impressionnantes sont d'énormes toboggans et installations aquatiques en béton, culminant à plus de 20 mètres, visibles à plusieurs kilomètres. Leur réalisation nécessite à elle seule des milliers de mètres cubes de béton et plusieurs mois de travaux. Des structures destinées aux piscines et aux espaces aquatiques s'étendent sur plusieurs hectares, reliées par des chemins et des voies de service. Les autres zones avancent beaucoup moins. Certaines fondations des espaces thématiques sont coulées et quelques structures commencent à sortir du sol, mais aucune n'approche réellement de l'achèvement.
La construction des hôtels s'arrête alors que seuls les sous-sols et les premiers niveaux sont terminés. Les espaces culturels consacrés à l'histoire chinoise ne dépassent jamais la phase de préparation du terrain. Certaines parties du complexe sont donc relativement avancées, tandis que d'autres restent de simples terrains vides où quelques repères indiquent l'emplacement prévu des futures attractions. Vers 2010, le promoteur se retrouve à court d'argent. Les travaux s'arrêtent brutalement et les équipes quittent le chantier en plein milieu de la construction. Les installations du parc aquatique restent inachevées. Des toboggans en béton ne mènent nulle part, les piscines ne sont jamais étanchéifiées et les locaux techniques restent dépourvus de leurs équipements. L'entrée principale, avec ses bâtiments destinés aux billetteries et l'accueil des visiteurs, demeure partiellement construite, avec des murs mais sans toit ni fenêtres. Certaines routes d'accès se terminent soudainement devant des zones où les travaux n'ont jamais commencé. Pendant plus d'une décennie, Nine Rivers Great World reste abandonné. Les immenses toboggans en béton deviennent les éléments les plus photographiés du site, de gigantesques structures grises qui se dégradent sous le climat subtropical. Sans protection ni entretien, le béton commence à se fissurer et à s'effriter. Les armatures métalliques exposées rouillent. Les courbes autrefois destinées à procurer des sensations fortes ne recueillent plus que l'eau de pluie, les feuilles et les débris. Les lacs artificiels creusés pour les attractions se remplissent d'eau stagnante. Certains habitants utilisent occasionnellement certaines parties du site. Les routes deviennent des raccourcis pratiques, tandis que les piscines vides et les structures abandonnées attirent les plus aventureux. Tout ce qui possède encore de la valeur est progressivement récupéré. Câbles en cuivre, pièces métalliques et équipements laissés sur place. Le chantier abandonné se transforme lentement en un immense ensemble de ruines dangereuses. Des rumeurs de relance apparaissent régulièrement. De nouveaux investisseurs seraient intéressés par l'achèvement de Nine Rivers Great World ou par sa transformation en un autre projet. Mais pendant des années, rien ne se concrétise. Les structures sont trop détériorées pour reprendre simplement les travaux. Une grande partie devrait être démolie puis reconstruite, ce qui coûterait extrêmement cher alors que l'échec du promoteur initial remet déjà en question la viabilité économique du projet. À la fin des années 2010, les autorités commencent à nettoyer certaines parties du site. Plusieurs structures sont démolies et certains terrains sont récupérés pour de nouveaux usages. D'autres sections restent abandonnées, trop coûteuses à démolir, mais trop endommagées pour être achevées. En 2025, certaines parties de Nine Rivers Great World subsistent encore dans un état de délabrement avancé. Certaines zones ont été nettoyées et réaménagées, tandis que d'autres restent figées sous forme de ruines. Ces vestiges servent désormais de décor à des vidéos d'exploration urbaine et à des projets photographiques consacrés aux constructions abandonnées en Chine. Après ces parcs à thème abandonnés, nous passons à un gratte-ciel autrefois laissé à l'abandon, mais qui a finalement obtenu une seconde chance et pourrait devenir le deuxième plus haut bâtiment du pays. Tianjin, une ville de 15 millions d'habitants, se trouve à 120 km de Pékin, assez proche pour être relié en seulement 30 minutes par train à grande vitesse, mais suffisamment éloigné pour vivre dans l'ombre de la capitale. La ville possède d'immenses ports et une importante production industrielle, mais pendant longtemps, elle manquait d'un véritable monument emblématique. En 2008, des promoteurs ont décidé de changer cela, avec un bâtiment si haut qu'il serait impossible de l'ignorer. Goldin Finance 117 devait atteindre 597 mètres, ce qui en aurait fait l'un des plus hauts gratte-ciel du monde. Son design se tordait progressivement en montant, chaque étage pivotant légèrement par rapport au précédent, créant un effet en spirale visible depuis toute la ville. Ce n'était pas simplement une nouvelle tour de bureau, c'était la tentative de Tianjin de se faire remarquer. Goldin Properties Group finançait la construction avec un budget d'environ 1,5 milliard de dollars. Le design torsadé nécessitait une ingénierie particulièrement complexe. Les étages en rotation exigeaient des calculs structurels avancés afin de gérer les charges du vent tout en conservant la forme en spirale. La construction a progressé rapidement au début des années 2010. Les ouvriers ont coulé d'immenses fondations et la tour a commencé à s'élever. En 2015, elle avait dépassé les 500 mètres et sa silhouette torsadée était devenue impossible à manquer dans le paysage urbain de Tianjin. La structure principale a atteint sa hauteur finale de 597 mètres en 2015. Les promoteurs ont alors annoncé que les travaux intérieurs seraient terminés en 2016 avec une ouverture, prévue en 2017. Mais atteindre la hauteur finale signifiait seulement que le squelette de béton et d'acier était achevé. Le véritable travail ne faisait que commencer. Et c'est à ce moment que tout s'est effondré. Goldin Properties a rencontré de graves difficultés financières alors que le marché immobilier chinois ralentissait au milieu des années 2010.
L'entreprise avait massivement emprunté, espérant refinancer ses dettes une fois la tour ouverte et les revenus locatifs générés. Mais les banques ont durci les conditions de prêt aux promoteurs immobiliers, et Goldin n'a pas réussi à obtenir les centaines de millions nécessaires pour terminer l'intérieur du bâtiment. Les travaux ont considérablement ralenti, puis se sont complètement arrêtés vers 2016 à 2017. Environ un tiers de la façade vitrée avait été installée lorsque le chantier s'est interrompu, laissant de vastes sections de béton nu exposées aux intempéries. La date d'ouverture de 2017 est passée sans que le bâtiment soit terminé. La pluie et le vent ont frappé le béton non protégé. L'eau s'est infiltrée dans les sections inachevées, provoquant des traces de rouille sur les armatures métalliques et une dégradation qui s'est aggravée année après année. Depuis toute la ville, la tour dominait toujours la skyline à 597 mètres. Impossible de ne pas la voir. Mais de près, elle ressemblait à un désastre. Pendant des années, le bâtiment est resté abandonné. Il est devenu un symbole du développement excessivement ambitieux, un avertissement visible depuis presque partout à Tianjin. Pendant environ 5 ans, Goldin Finance 117 est resté figé dans cet état. Les vidéos du site avaient une ambiance presque post-apocalyptique. Matériaux de construction abandonnés là où les ouvriers les avaient laissés, outils inutilisés et immenses espaces vides qui devaient devenir des bureaux de luxe. En avril 2020, le gouvernement chinois a introduit de nouvelles règles limitant fortement la construction de bâtiments de plus de 500 mètres. Cela semblait signer la fin du plus haut gratte-ciel jamais construit à Tianjin. Tout indiquait qu'il allait rester abandonné, à l'image de certains célèbres gratte-ciels inachevés dans d'autres pays. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. En 2021, China Energy Engineering Corporation a repris le projet après la faillite de Goldin Properties. L'entreprise a annoncé son intention de terminer la tour, désormais rebaptisée China Energy Building, avec une nouvelle date d'ouverture visée pour 2025. La construction a repris en 2022. La première priorité était de réparer les dégâts causés par les années d'abandon, restaurer le béton endommagé, retirer la rouille et traiter les infiltrations d'eau. Ensuite est venue la reprise de l'installation de la façade vitrée, interrompue depuis des années. De nouvelles équipes sont arrivées sur place. Les grues sont revenues et le chantier, figé depuis 2016, a recommencé à bouger. Les progrès sont devenus clairement visibles. L'installation de la façade a avancé en 2023 et 2024, recouvrant des sections restées en béton nu pendant des années. La façade en verre torsadé est désormais largement achevée sur la majeure partie de la tour. Les travaux intérieurs progressent étage par étage. Le bâtiment qui semblait destiné à rester une ruine commence enfin à ressembler à une tour qui pourrait réellement ouvrir. En 2025, Goldin Finance 117 est achevé à environ 90%. L'extérieur est pratiquement terminé, donnant enfin à la tour son apparence prévue de flèche de verre torsadée. Les travaux intérieurs se poursuivent avec des étages à différents niveaux d'avancement. Les parties basses sont presque terminées, les niveaux intermédiaires progressent et les étages supérieurs nécessitent encore des travaux importants. Le plan actuel prévoit une ouverture progressive jusqu'en 2026. China Energy devrait occuper une partie importante des bureaux. Les étages supérieurs comprendront également des espaces hôteliers et des plateformes d'observation comme prévu à l'origine. Le succès commercial du bâtiment reste incertain, mais au moins, la tour est enfin en train d'être achevée au lieu de rester un monument permanent à un développement raté. La tour, qui semblait destinée à rester le plus haut bâtiment abandonné de Chine, pourrait finalement ouvrir et fonctionner, même si cela aura pris bien plus de temps et coûté bien plus cher que prévu. La skyline de Tianjin accueillera bientôt une tour de 597 mètres réellement utilisée au lieu d'un désastre inachevé. Reste à savoir si les habitants cesseront un jour de la voir comme la tour restée abandonnée pendant des années, mais au moins elle ne le sera plus. Après un gratte-ciel qui s'est élevé vers le ciel sans servir à rien pendant des années, nous passons maintenant à un méga-pont surnommé le pont vers nulle part, parce qu'il s'est retrouvé pendant des années à s'arrêter au milieu d'un fleuve. Le fleuve Yalu marque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, une frontière de 790 km qui existe depuis l'armistice de la guerre de Corée. Pendant des décennies, un vieux pont près de Dandong a supporté presque tout le trafic routier entre les deux pays. Un passage étroit datant des années 1940, jamais conçu pour les poids lourds modernes.
Dans les années 2000, ce pont était devenu un goulot d'étranglement pour le peu de commerce existant entre la Chine et la Corée du Nord. La Chine voulait changer cela. En 2010, Pékin et Pyongyang ont signé des accords pour construire un pont autoroutier moderne à 4 voies destiné à transformer la logistique transfrontalière. Le nouveau pont sur le fleuve Yalu devait franchir le fleuve avec suffisamment de hauteur pour le trafic maritime et une capacité adaptée aux camions lourds. La Chine construirait sa moitié, la Corée du Nord la sienne, et les deux sections se rejoindraient au milieu de la frontière. Simple en théorie. Le projet présentait des avantages évidents pour les provinces du nord-est chinois. Liaoning et Jilin connaissaient depuis des années des difficultés économiques dues au déclin des anciennes industries publiques. Un pont moderne pouvait transformer Dandong en hub logistique pour le commerce nord-coréen, créant des emplois et stimulant le développement régional. Le coût de 350 millions de dollars devait être presque entièrement supporté par la Chine, mais semblait acceptable si le pont permettait d'ouvrir davantage le potentiel économique de la Corée du Nord. La construction du côté chinois a commencé en 2011. Le design était relativement classique, un pont à haubans avec la tour principale située sur le territoire chinois et des viaducs d'accès reliés aux autoroutes existantes près de Dandong. Les entreprises chinoises avaient déjà construit des centaines de ponts similaires et maîtrisaient parfaitement la technique. Les travaux ont avancé régulièrement en 2012 et 2013, le béton s'élevant depuis la rive du Yalu à mesure que le pont prenait forme. En 2014, la moitié chinoise était terminée. Un pont autoroutier moderne à 4 voies partait de Dandong et avançait jusqu'au centre exact du fleuve Yalu où il s'arrêtait. La tour à haubans était achevée, la chaussée pavée et marquée, et des barrières avaient été installées à l'extrémité. On pouvait rouler depuis Dandong, avancer jusqu'au milieu du fleuve, puis tomber sur une barrière empêchant de continuer dans le vide. Le pont s'arrêtait simplement à mi-chemin, attendant une section nord-coréenne qui ne montrait aucun signe d'apparition. Du côté nord-coréen, rien n'avait changé. Aucun chantier, aucune route d'accès, aucun signe indiquant que la Corée du Nord avait réellement l'intention de construire sa partie. L'accord prévoyait pourtant que Pyongyang construirait sa moitié du pont ainsi que les routes nécessaires pour rendre le passage utile. Rien de tout cela ne s'est matérialisé. La rive nord-coréenne ressemblait toujours exactement à ce qu'elle était en 2010. Des terres non développées sans aucune activité de construction. La Chine a tenté de faire pression diplomatiquement. Les responsables chinois ont soulevé la question lors de réunions bilatérales, rappelant à la Corée du Nord ses engagements et proposant même une assistance technique. Pékin a suggéré que des entreprises chinoises pourraient construire la section nord-coréenne si Pyongyang n'en avait pas les moyens. Les réponses restaient vagues. Promesses, assurances que les travaux commenceraient bientôt, puis encore plusieurs années d'inaction. Les raisons de l'échec nord-coréen étaient évidentes. L'économie du pays s'était effondrée dans les années 1990 et ne s'était jamais réellement rétablie. La Corée du Nord peine déjà à entretenir les routes et ponts construits des décennies plus tôt. Alors construire une nouvelle infrastructure moderne représente un défi immense. Les fonds éventuellement prévus pour le pont ont probablement été redirigés vers des besoins jugés plus urgents. Importation alimentaire, dépenses militaires ou remboursement de dettes envers la Chine. Construire la moitié nord-coréenne du pont aurait aussi nécessité de nouvelles autoroutes pour relier le passage au reste du pays, multipliant encore les coûts au-delà de ce que Pyongyang pouvait se permettre. Il existait peut-être aussi des considérations politiques. Un pont autoroutier moderne faciliterait les échanges et les déplacements entre les deux pays, ce qui pourrait être perçu comme une menace par certains responsables nord-coréens. Un accès plus facile à la Chine signifie davantage de Nord-Coréens exposés à la prospérité chinoise et capables de comparer avec leurs propres conditions de vie. L'isolement maintenu par l'absence de pont fonctionnel pourrait donc être considéré comme un avantage plutôt qu'un problème du point de vue de Pyongyang. En 2016, les responsables chinois avaient pratiquement cessé de parler d'une date d'achèvement de la section nord-coréenne et qualifiaient plutôt le pont de « dormant ». La moitié chinoise restait inutilisée, à l'exception de véhicules de maintenance venant régulièrement inspecter la structure. Les 350 millions de dollars dépensés par la Chine avaient produit un pont qui ne transportait aucun trafic et n'avait pratiquement aucune utilité économique. Le passage inachevé est devenu une attraction touristique à Dandong. Le vieux pont des années 1940 est toujours présent et continue d'absorber le peu de trafic existant entre la Chine et la Corée du Nord. Mais les visiteurs viennent voir le nouveau pont pour observer cette scène surréaliste.
une autoroute moderne à 4 voies s'avançant au milieu du fleuve avant de s'arrêter brutalement sur une ligne invisible dans l'eau. De temps en temps, les médias d'État chinois publient des articles affirmant que la Corée du Nord a promis de construire enfin sa section. Des informations apparaissent sur des responsables nord-coréens annonçant le lancement prochain des travaux ou sur la possibilité que des entreprises chinoises construisent la partie nord-coréenne si un financement peut être trouvé. Mais ces annonces ne se traduisent jamais par des travaux concrets. La rive nord-coréenne reste pratiquement telle qu'elle était en 2010, vide et sans développement. En 2025, le nouveau pont sur le fleuve Yalu reste incomplet après 14 années. La section chinoise est en bon état, construite selon des standards modernes et correctement entretenus. La tour à haubans domine toujours le paysage et le tablier avance proprement jusqu'au milieu du fleuve où il se termine derrière des barrières. Sous certains angles, le pont semble totalement terminé, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il s'arrête simplement au milieu de l'eau. Le vieux pont des années 1940 continue donc de transporter le faible trafic entre les deux pays, étroit et dépassé, mais au moins complet. Le nouveau pont se trouve juste à côté, moderne, impressionnant et pratiquement inutile. Les touristes chinois le photographient, s'étonne de ce gaspillage, puis retourne à Dandong, tandis que le pont attend toujours une moitié nord-coréenne qui ne viendra peut-être jamais. Même si une grande partie de la responsabilité de l'échec du pont du Yalu revient aux voisins de la Chine, la deuxième économie mondiale porte elle-même la responsabilité de plusieurs villes gigantesques, restées presque vides pendant des décennies. La Chine a dépensé des milliards pour construire de fausses villes occidentales. Le pays possède une fausse Paris, une fausse Londres et même sa propre Venise. Mais aucun de ces développements n'était prévu pour atteindre l'ampleur du quartier financier de Yujiapu. Cette ville, située près de Tianjin, ambitionnait de devenir le Manhattan de la Chine. Une réplique de Manhattan dans le nord du pays, avec la même densité, même skyline et la même énergie financière qui fait de New York l'un des centres mondiaux de la finance. Le plan directeur de Yujiapu était spectaculaire. Le quartier devait proposer plus de 30 millions de pieds carrés de bureaux répartis dans des dizaines de tours destinées à accueillir des banques internationales et des entreprises financières. La skyline de Yujiapu imitait même plusieurs gratte-ciel célèbres de New York, notamment le Rockefeller Center et une version du World Trade Center. La construction a commencé en 2009 avec un investissement annoncé de 60 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui en faisait l'un des plus grands projets de développement urbain jamais entrepris. Les autorités de Tianjin ont fortement vendu cette vision. La ville devait devenir le centre financier du nord de la Chine, attirer des entreprises depuis Pékin et rivaliser avec le quartier de Pudong à Shanghai. Des banques internationales devaient installer leur siège régional à Yujiapu. Les entreprises financières chinoises quitteraient Pékin pour échapper aux embouteillages de la capitale. Le quartier devait transformer Tianjin, jusque-là surtout connu comme ville industrielle, en hub financier mondial. La construction a commencé vers 2008. Des dizaines de tours se sont élevées simultanément dans tout le quartier. Un véritable centre financier est apparu sur des terrains auparavant vides. En 2013, la transformation de la skyline était spectaculaire. En moins de 5 ans, Yujiapu était passé de terrain boueux à une imitation de Manhattan. Les tours étaient terminées, leurs façades vitrées brillaient, les places étaient pavées et aménagées, et des stations de métro reliaient le quartier au centre de Tianjin. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que l'argent commence à manquer, au moment où la bulle immobilière chinoise commençait à se dégonfler. La skyline continuait de s'élever, mais le rêve d'attirer les plus grands talents internationaux et de créer de toutes pièces un centre financier ne s'est jamais réellement concrétisé. Se promener aujourd'hui dans Yujiapu raconte la véritable histoire. Les bâtiments sont vides. Les tours de bureaux n'ont presque pas de locataires. Une ville construite pour des centaines de milliers de personnes n'en accueillait finalement que quelques milliers. Le problème était évident. Tianjin n'avait pas véritablement d'industrie financière. Son économie repose surtout sur l'industrie manufacturière, la logistique et l'industrie lourde, pas sur les banques ou les services d'investissement. Les banques internationales n'avaient aucune raison d'installer leur siège dans cette ville, alors que Shanghai était déjà le centre financier de la Chine. Les entreprises financières nationales sont restées à Pékin, là où se trouvent les régulateurs et les décideurs gouvernementaux. L'idée selon laquelle construire des tours inspirées de Manhattan créerait automatiquement une industrie financière était inversée. Normalement, l'industrie vient d'abord, puis les bâtiments sont construits pour l'accueillir. La partie résidentielle du projet a échoué pour les mêmes raisons. Les appartements étaient chers et destinés aux professionnels de la finance, censés travailler dans les tours voisines. Mais ces professionnels ne sont jamais arrivés.
Il n'y avait donc quasiment aucun marché pour des logements de luxe dans un quartier vide, sans emploi, sans vie de rue et sans véritable dynamisme urbain. Aujourd'hui, la ville avec ses immenses routes désertes et ses tours parfois inachevées ressemble à un décor de cinéma abandonné. Plus de 80% de ce Manhattan chinois serait encore vide et, pour aggraver la situation, le quartier est vulnérable aux forces de la nature. Il a été construit à seulement quelques centimètres au-dessus du niveau de la mer et reste exposé au risque d'inondation. Les fortes pluies et les surcotes sont fréquentes et certains des rares habitants encore présents envisagent de partir. La promesse du plus grand quartier financier du monde s'est donc largement effondrée. Ce qui devait accueillir 1,2 million de personnes est devenu une ville fantôme de moins de 60 000 habitants. Les responsables de Tianjin continuent d'affirmer que le quartier a simplement besoin de temps pour se remplir, que des entreprises négocient leur installation et que les ventes de logements repartent. Le gouvernement a déplacé certains de ses propres bureaux à Yeongjak-gu pour créer de l'activité et afficher sa confiance. Le taux d'occupation a légèrement progressé, mais reste très loin du niveau nécessaire pour rendre le quartier réellement viable. Yeongjak-gu ne ressemble peut-être plus totalement à une ville post-apocalyptique, mais les bâtiments construits pour accueillir des banques et des entreprises attendent leurs occupants depuis plus de 10 ans et pourraient continuer à attendre encore longtemps. Contrairement à ce faux Manhattan, une autre ville chinoise a réussi à se débarrasser de son étiquette de ville fantôme. La construction de Nanhui New City a commencé en 2003 avec l'aide du cabinet d'architecture allemand Gerkan. Nanhui était conçue comme une ville idéale organisée autour d'un lac artificiel circulaire avec des bâtiments de style européen et de larges routes dotées de voies piétonnes distinctives. Le projet devait coûter près de 5 milliards de dollars et être achevé vers 2020. Mais pendant presque une décennie, il a attiré très peu d'attention du grand public. Alors que la ville était prévue pour accueillir 800 000 habitants, moins de 10% de cette population y vivait réellement en 2015. Les centres commerciaux n'avaient presque aucun magasin, les tours de bureaux étaient vides et les commerces restaient sans locataires. Environ 80% des nouveaux logements appartenaient à des spéculateurs qui n'avaient aucune intention d'y vivre. Des blocs entiers d'habitations désertes et des routes silencieuses accueillaient les visiteurs qui se demandaient si ce gigantesque méga-projet avait vraiment un sens. Mais tout a changé vers 2017, lorsque le gouvernement a décidé de reprendre la ville en main. Une ville universitaire capable d'accueillir 100 000 étudiants a été développée, puis une ligne de métro a été ouverte pour relier Nanhui à Shanghai. Ces développements ont immédiatement rendu la ville plus attractive et les habitants ont commencé à arriver. Peu après, Nanhui a été intégré à la zone de libre-échange de Shanghai afin d'attirer davantage d'entreprises. Un parc marin a également ouvert pour stimuler le tourisme. Ces décisions ont complètement changé la situation. Nanhui New City accueille désormais environ 600 000 habitants et ne peut plus vraiment être qualifiée de ville fantôme. Mais on ne peut pas en dire autant de certains projets résidentiels chinois complètement démesurés qui se sont transformés en catastrophes financières. La province chinoise du Hebei compte environ 75 millions d'habitants. 11 millions vivent dans la ville de Shijiazhuang, où un promoteur immobilier a proposé de construire une véritable ville dans la ville. Le projet Jiangyun International devait être développé pour un coût de 3 milliards de dollars. Il devait tout comprendre, une communauté résidentielle haut de gamme, des immeubles d'appartements, des parcs à thème et des gratte-ciel. Construit juste à côté d'un réseau de métro et d'une importante gare ferroviaire à grande vitesse, le projet n'était absolument pas isolé. C'est aussi pour cette raison qu'il a connu un succès immédiat lorsque les travaux ont commencé en 2009. Plus de 700 logements ont été vendus durant les 2 premières années et les immeubles d'appartements ne manquaient pas d'acheteurs. Mais tout s'est effondré en 2014 lorsque les promoteurs du projet ont été placés sous enquête pour corruption. Ces accusations ont été confirmées en 2017 et plusieurs responsables ont été condamnés à des peines de prison. Le promoteur a déclaré faillite peu après, faisant chuter les prix immobiliers et laissant le projet inachevé. Jiangyun International est toujours entouré par une ville très active. Mais à l'intérieur du complexe, l'ambiance est complètement différente. Des milliers de propriétaires n'ont jamais pu emménager après la reprise du projet par les autorités, transformant le site en ville fantôme. Alors que les rêves d'une nouvelle métropole se sont effondrés, le site est devenu une attraction touristique régulièrement visitée par des vlogueurs qui profitent de ce décor de film abandonné. Quelque chose de similaire s'est produit dans un autre projet connu, sous le nom de State Guest Mansions. En 2010, le promoteur immobilier Greenland Group, basé à Shanghai, a tenté de construire une petite ville dans les collines de Shenyang, à environ 640 km au nord-est de Pékin. Le plan prévoyait 260 villas extravagantes pour les plus riches, un hôtel 5 étoiles, un centre de convention et un terrain de golf.
La construction a commencé avec beaucoup d'optimisme et les villas ont trouvé leurs premiers acheteurs. Mais comme beaucoup de promoteurs immobiliers chinois ces dernières années, Greenland Group a fait défaut sur ses dettes seulement 36 mois après le début des travaux. À ce moment-là, seulement 5% des villas avaient été vendues et aucun véritable développement supplémentaire n'a eu lieu depuis. Les rangées de villas inachevées semblent presque hantées lorsqu'on les observe de loin, abandonnées et laissées à l'usure dans une région isolée. Les seuls visiteurs réguliers sont désormais des troupeaux de bétail et des agriculteurs locaux qui ont commencé à reprendre possession des terres. Les espaces entre les villas sont utilisés pour préparer de futures cultures et les garages abandonnés servent maintenant de zone de stockage pour les fermiers. La poussière recouvre les meubles coûteux des maisons inachevées, tandis que les lustres et certaines décorations sont restés intacts. Aucune information officielle claire n'existe sur l'avenir de ce développement qui devait devenir un terrain de jeu pour les riches. Comme beaucoup d'autres villes abandonnées, ces villas sont devenues une destination populaire pour les amateurs d'exploration et d'aventure. Et puisque nous parlons d'aventure, passons maintenant à un méga projet inspiré du luxe du Moyen-Orient, mais qui s'est transformé en éléphant blanc lorsque la réalité économique l'a rattrapé. La Chine est célèbre pour ses méga-tunnels, ses nouvelles villes et ses immenses barrages. Mais ce projet était différent. En 2012, le groupe Evergrande, alors en pleine expansion, a décidé de construire quelque chose capable de rivaliser avec les méga-projets de Dubaï. Au large de Danzhou, dans la province méridionale de Hainan, le groupe construisait la plus grande île artificielle du monde. Ocean Flower Island est un ensemble de 3 îles artificielles formant une fleur vue du ciel, environ 1,5 fois plus grande que Palm Jumeirah. C'est pour cette raison qu'elle a été surnommée le Dubaï de la Chine. S'étendant sur plus de 2000 acres et représentant un coût de construction de 12 milliards de dollars, le projet devait devenir un centre majeur du tourisme, des conférences internationales et des loisirs. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que ces plages artificielles deviennent trop dangereuses pour la baignade et que certaines de ces villas de luxe soient réduites en ruines. Alors, comment en est-on arrivé là ? La logique derrière ces dépenses extravagantes était la même que pour de nombreux autres projets de prestige chinois. Construire d'abord et attirer les visiteurs ensuite. L'optimisme autour du projet était énorme et les promoteurs misaient très gros. Ils pensaient que l'île attirerait des millions de visiteurs chaque année et l'architecture reflétait cette confiance. Evergrande a construit The Castle, un hôtel de plus de 5000 chambres avec 2 piscines extérieures. Un quartier commercial entier était accessible par des rues inspirées des architectures italiennes, allemandes et chinoises, comme sorties d'un décor de cinéma. On trouvait également une place entourée de 8 fausses églises, dont une cathédrale en briques rouges, conçue pour accueillir des mariages et attirer les touristes. Mais ces investissements restaient modestes comparés à ce qu'Evergrande voulait réellement construire. 23 milliards de dollars supplémentaires dans des complexes résidentiels destinés à accueillir 200 000 habitants. Environ 400 immeubles d'appartements ont été développés au cours des années suivantes et 60 000 logements ont été vendus. L'intérêt initial était considérable, avec de longues files d'acheteurs devant les bureaux d'Evergrande. Puis est arrivé l'effondrement. Evergrande s'est écroulé sous plus de 300 milliards de dollars de dettes en 2021. Plus de 1300 méga-projets à travers le pays se sont retrouvés dans l'incertitude. Mais l'impact n'a peut-être été nulle part aussi visible qu'à Ocean Flower Island. L'homme derrière le projet était Su Jiayin, fondateur et ancien président d'Evergrande, autrefois l'homme le plus riche de Chine et aujourd'hui en prison. Il aurait participé à la conception de nombreux détails de l'île, mais n'a jamais réussi à résoudre le problème essentiel. Comment faire générer suffisamment d'argent au projet pour terminer les îles artificielles et rembourser les investisseurs. Contrairement à Palm Island à Dubaï, où les grandes villas ont rapidement été vendues à des célébrités, des stars du football et des personnalités étrangères, Ocean Flower Island a surtout attiré des retraités du nord de la Chine, cherchant un endroit chaud pour passer l'hiver. Cela n'a pas permis de créer une véritable communauté permanente capable de remplir l'île. Des accusations de corruption sont également apparues. D'anciens responsables du gouvernement de Danzhou ont été accusés d'avoir approuvé un projet qui violait les lois de protection environnementale. Plusieurs responsables locaux, dont d'anciens dirigeants de Hainan, ont été condamnés à des peines pouvant atteindre 15 ans de prison pour avoir accepté environ 16 millions de dollars de pots de vin. Sans surprise, la construction s'est pratiquement arrêtée et l'île ressemble aujourd'hui à un gigantesque projet abandonné. L'hôtel The Castle est entouré de dizaines de villas inachevées.
Ces piscines de luxe ont été vidées et restent sans eau une grande partie de l'année. Les fausses églises sont presque oubliées, parfois éclairées uniquement pour quelques spectacles son et lumière. Ce qui reste du développement, c'est un immense centre commercial presque sans boutique, un parc d'attractions sans visiteurs et des blocs résidentiels abandonnés un peu partout. Des dizaines de bâtiments n'ont jamais dépassé le stade des fondations en béton, désormais remplis d'eau de pluie. 39 immeubles résidentiels presque terminés restent debout, toujours à la recherche d'acheteurs. Il n'existe pas d'estimation fiable de la population actuelle, en dehors des milliers de personnes ayant acheté des logements au départ, très loin des projections initiales. Après l'effondrement d'Evergrande, le gouvernement municipal de Danzhou a repris le contrôle d'une grande partie d'Ocean Flower Island. Malgré des efforts continus, les autorités peinent encore à déterminer quoi en faire. Cette épave immobilière de 12 milliards de dollars n'attire presque aucun repreneur et elle est bien trop grande pour être simplement démolie rapidement. Malgré tout ce qui s'est passé, Ocean Flower Island conserve encore quelques partisans. Avec les retraités attirés par son climat ensoleillé, l'île pourrait encore trouver une seconde chance. Près de 300 millions de Chinois devraient partir à la retraite au cours de la prochaine décennie. Si seulement une fraction décide de s'installer ici, Ocean Flower Island pourrait suivre le chemin d'anciennes villes fantômes qui ont fini par devenir des réussites. Pour l'instant, cependant, l'optimisme reste limité. Ce qui devait devenir la plus grande destination de divertissement construite de toutes pièces en Chine, et la réponse chinoise aux îles artificielles en forme de palmiers de Dubaï, encore plus éloignée de la Chine et beaucoup plus coûteux. L'extrémité sud de la Malaisie se trouve juste en face de Singapour, séparée par un étroit détroit. Par temps clair, on peut même apercevoir les gratte-ciel de Singapour depuis la côte malaisienne. Pendant des décennies, cette proximité a fasciné les promoteurs malaisiens qui voyaient les prix immobiliers de Singapour exploser, tandis que les terrains en Malaisie restaient relativement bon marché. Le rêve était évident. Construire quelque chose du côté malaisien capable de capter une partie de la richesse de Singapour, notamment en proposant des logements aux personnes travaillant dans la cité-État, mais incapables d'y acheter. En 2006, géant immobilier chinois Country Garden a proposé de réaliser cette idée à une échelle jamais tentée auparavant dans un autre pays. Forest City serait construite sur 4 îles artificielles totalisant 14 km² au large de Johor. Le développement devait accueillir 700 000 habitants dans des tours résidentielles, proposer 1 million de mètres carrés d'espaces commerciaux et comprendre hôtels, écoles, hôpitaux et installations de loisirs. Le plan directeur montrait une ville écologique futuriste, avec des jardins verticaux, des espaces verts intégrés aux bâtiments et des principes de développement durable dans tout le projet. L'investissement total devait atteindre 100 milliards de dollars sur 20 à 30 ans, faisant de Forest City l'un des plus grands projets immobiliers jamais imaginés. Country Garden a commercialisé Forest City de manière particulièrement agressive auprès des acheteurs chinois. L'argument était séduisant. Acheter un appartement dans un paradis tropical proche de Singapour, profiter d'avantages liés à la résidence en Malaisie et voir la valeur de son investissement augmenter à mesure que la ville se remplirait. Les acheteurs chinois pouvaient ainsi échapper à la pollution et à la densité de leur pays, tout en plaçant leur argent dans l'immobilier à l'étranger. Le gouvernement malaisien soutenait également le projet, voyant dans Forest City un gigantesque investissement étranger capable de développer Johor et de créer des emplois. La construction a commencé en 2014, avec la création de terres artificielles sur la mer. Des dragues travaillaient 24 heures sur 24 pour aspirer le sable du fond marin et construire les nouvelles îles. L'ampleur du remblaiement était énorme. Créer 14 km² de nouvelles terres nécessitait de déplacer des millions de mètres cubes de sable et de roches. En 2016, la première île était achevée et la construction des tours résidentielles pouvait commencer. Country Garden a construit extrêmement vite. En seulement 2 ans, des dizaines de tours s'élevaient simultanément. Les premiers bâtiments terminés ont ouvert en 2016. Et Country Garden affirmait enregistrer de fortes ventes auprès des acheteurs chinois. L'entreprise déclarait avoir vendu des milliers de logements et généré plusieurs milliards de dollars de revenus. Les visiteurs découvraient alors un immense chantier, avec des grues partout et des tours s'élevant sur les nouvelles îles artificielles. Mais les premiers problèmes apparaissaient déjà, alors même que la construction s'accélérait. Le gouvernement malaisien a commencé à remettre en question le projet, tandis que des habitants se plaignaient que Forest City profitait principalement aux acheteurs chinois et apportait peu aux Malaisiens. En 2018, le nouveau gouvernement malaisien a imposé des restrictions à la propriété étrangère et supprimé certains programmes de visa qui avaient attiré les acheteurs chinois.
Le message était clair, la Malaisie ne voulait pas devenir une simple colonie immobilière pour investisseurs étrangers. Les acheteurs chinois ayant déjà acquis des appartements ont commencé à douter. Forest City était présenté comme étant proche de Singapour, mais la réalité était plus compliquée. À moins de travailler dans la région de Johor, qui ne disposait pas d'assez d'emplois pour justifier une ville de 700 000 habitants. Tout le concept reposait donc sur des personnes choisissant d'y vivre pour le style de vie ou comme investissement, et non parce qu'elles avaient une raison économique d'y être. Les acheteurs chinois ont commencé à faire défaut sur leurs paiements lorsque le marché immobilier chinois s'est affaibli et que les contrôles de capitaux ont rendu plus difficile le transfert d'argent vers l'étranger. Country Garden avait vendu des appartements que certains clients ne pouvaient plus ou ne voulaient plus payer. Pendant ce temps, les logements terminés restaient vides, car les acheteurs qui avaient finalisé leurs achats n'y habitaient souvent pas. Ils avaient acheté comme investissement, pas pour y vivre. En 2019, l'échec de Forest City devenait difficile à cacher. L'entreprise affirmait compter 15 000 habitants, mais certains observateurs indépendants estimaient que la population réelle était plutôt proche de 5 000. Les tours achevées étaient largement plongées dans l'obscurité la nuit. Les espaces commerciaux avaient très peu de locataires. Les hôtels recevaient peu de clients. Se promener dans Forest City donnait une impression surréaliste. Des tours flambant neuves, des infrastructures impeccables, des jardins parfaitement entretenus et presque personne. Country Garden continuait pourtant de construire, car arrêter aurait signifié reconnaître l'échec et perdre des milliards d'investissements. De nouvelles tours continuaient de s'élever alors que les précédentes restaient vides. L'entreprise poursuivait sa commercialisation auprès des acheteurs chinois malgré l'effondrement des ventes. À certains moments, les ouvriers étaient beaucoup plus nombreux que les habitants. La pandémie de Covid-19 a détruit le peu de dynamique qui restait. Les restrictions de voyage empêchaient les acheteurs chinois de visiter le site. L'économie malaisienne s'est affaiblie, rendant les ventes locales encore plus difficiles. Country Garden lui-même a ensuite rencontré de graves problèmes financiers en Chine avec l'éclatement de la bulle immobilière. En 2023, l'entreprise était proche de la faillite, faisant défaut sur plusieurs milliards de dollars de dettes et incapable de financer correctement ses projets en cours. En 2025, Forest City se présente comme l'une des plus grandes villes fantômes du monde. 4 îles artificielles couvertes de tours résidentielles affichant moins de 10% d'occupation. Des milliers d'appartements terminés restent vides et commencent à se dégrader. Les centres commerciaux comptent très peu de boutiques. Les rues sont presque désertes, à l'exception de quelques patrouilles de sécurité et des quelques milliers d'habitants qui vivent réellement sur place. Les logements vides se détériorent lentement dans le climat tropical humide de la Malaisie, notamment lorsqu'ils restent sans climatisation ni entretien. Les éléments de design durable, comme les jardins verticaux, nécessitent eux aussi un entretien constant qui n'est pas assuré dans les immeubles presque vides. Une partie de la végétation dépérit ou doit être retirée. Les images prises par drone sont impressionnantes. Île après île, des tours s'étendent jusqu'à l'horizon, avec parfois une seule fenêtre éclairée sur 20, des routes sans circulation et des parcs sans visiteurs. La ville semble avoir été évacuée, alors qu'en réalité, elle n'a jamais vraiment été habitée. La crise financière de Country Garden signifie également que les phases restantes de Forest City risquent de ne jamais être construites. Certaines parties des îles artificielles restent simplement constituées de terrains remblayés vides, prêts pour des constructions qui pourraient ne jamais arriver. L'entreprise évoque encore la recherche d'acheteurs ou de partenaires capables de reprendre certaines parties du projet, mais les candidats sont rares. Le résultat est l'une des plus grandes villes fantômes modernes. Des milliers d'appartements vides dans des centaines de tours construites sur des îles artificielles qui n'auraient peut-être jamais dû exister, attendant des habitants qui ne viendront peut-être jamais. Lequel de ces méga-projets abandonnés pourrait encore réussir ? Aimeriez-vous visiter l'une de ces destinations ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, découvrez également notre vidéo consacrée aux plus grandes réussites de la Chine, où nous avons compilé la liste des plus grands méga-projets de Chine. N'oubliez pas de vous abonner et continuez à suivre Signum pour en découvrir davantage.